Récemment, le flashback de Kuma nous a appris beaucoup de choses sur les événements de God Valley. Malgré les nombreuses révélations qu'on a pu avoir, il reste toujours énormément d'éléments flous et inconnus. La disparition de l'île ou de Xebec, les liens entre Shanks et Garling Figarland, même les nombreux récits relatant cet événement qui ont totalement disparu. Aujourd'hui, nous allons revenir sur quelques-uns de ces points via deux théories liées à cet incident plus que mystérieux. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. God Valley est un événement dont on ne connaît pas grand chose. Même si on a pu avoir un premier flashback avec celui de Kuma, c'est un incident qui est énormément sujet à la désinformation et à la manipulation du récit. Ce que je veux dire, c'est que comme c'est un événement qui n'est pas inscrit dans l'histoire et que le monde et les acteurs principaux ont tout fait pour qu'il soit oublié, toutes les traces relatant cet incident sont petit à petit en train d'être perdues. Et par rapport aux poneglyphes et au siècle oublié, c'est d'ailleurs pour ça que les archéologues se sont battus. Ils n'avaient pas l'intention de faire renaître les arts antiques ou prendre le risque de détruire le monde, ils voulaient simplement savoir ce qu'il s'était passé. Sans le passé, il est extrêmement difficile d'avancer vers l'avenir, et c'est là tout le combat de Robin qui lui a été transmis il y a 22 ans. Pour revenir à God Valley, il est donc important de prendre en compte le fait que tous les récits qu'on a pu avoir et qu'on aura par la suite concernant l'île des dieux, et qu'il faut absolument prendre en compte le narrateur et sa subjectivité, parce qu'aucun document, aucun témoin ne sera là pour appuyer les faits des événements racontés. Et si je dis ça, ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé lorsque Sengoku nous l'a raconté dans le chapitre 957. À ce moment-là, on a appris que Roger et Garp avaient dû faire équipe pour faire tomber les Rocks, qui posaient à la fois problème aux pirates, mais surtout au gouvernement qui les considérait à l'époque comme une organisation terroriste. On a aussi appris que la raison de leur alliance a été faite pour protéger les dragons célestes ainsi que leurs esclaves, un élément qui reste encore flou aujourd'hui puisqu'on sait que Garp déteste les dragons célestes et a toujours refusé de devenir amiral pour ne pas avoir affaire à eux directement. Quoi qu'il en soit, le chapitre 957 ne nous a clairement pas apporté toutes les réponses qu'on attendait, et a même soulevé beaucoup d'autres questions. Tout nous a été raconté par Sengoku, par le prisme du gouvernement mondial, et on sent que le sujet a été traité de façon subjective et que tout n'a pas été dit. Et nos doutes se sont avérés vrais, puisqu'aujourd'hui nous avons eu le premier flashback directement lié à cet incident, qui sera certainement, et jusqu'à la fin du manga, la source la plus fiable qui puisse exister, puisque c'est le souvenir de Kuma qui a été conservé et que personne ne pourra manipuler. Déjà, on apprend que les dragons célestes se sont retrouvés sur cette île pour y organiser un tournoi qui aurait lieu tous les 3 ans. Ils choisissent une île et y organisent une purge afin de divertir Marie-Joise et satisfaire leur ego en montrant une fois de plus qu'ils peuvent tout se permettre, chose que Sengoku n'avait évidemment pas mentionné, faisant même passer les dragons célestes et leurs esclaves pour les premières victimes de cet incident ayant besoin d'être protégés à tout prix. Quoi qu'il en soit, on a pu avoir un début de réponse à cet événement, et désormais on sait comment et pourquoi il a eu lieu et on comprend dans les grosses lignes ce qu'il s'y est passé. Mais il reste encore beaucoup de parts d'ombre qui ne connaîtront certainement pas de réponse concrète avant un moment. En effet, le flashback de Kuma, comme son nom l'indique, nous raconte le point de vue de Kuma qui est parti avant la fin de l'incident. Sengoku, lui, travaille pour le gouvernement et a choisi de raconter ce qui arrange ses supérieurs. Et au passage, certainement tout ce qu'il sait de l'événement. Parce qu'à la fin, on apprend que Garp et Roger auraient vaincu Xebec, et que juste après, l'île et son assaillant ont totalement disparu. Un des éléments qui reste encore aujourd'hui l'un des plus mystérieux. Et c'est pour cette raison que je parle de subjectivité et de manipulation du récit. Peut-être que Sengoku sait des choses, peut-être qu'il ne sait rien, mais ce qui est sûr c'est que tout n'a pas été raconté, et si ni Garp, ni Kaido, ni Big Mom n'a pu expliquer ce qu'il s'est passé, c'est sûrement parce qu'il nous manque une partie du récit, celui de ceux qui ont provoqué cet événement, à savoir le gouvernement mondial et les dragons célestes. Comme on le sait, le gouvernement cherche à se protéger, à protéger leur pouvoir et protéger leurs secrets. Personne ne connaît l'existence de Him, sûrement personne ne sait que les 5 doyens ont des pouvoirs aussi puissants et mystérieux que ceux de Saturne, et la lecture des poneglyphes est proscrite dans le monde entier et considérée comme un crime pour que le monde n'apprenne jamais ce qu'il s'est passé durant les 100 ans qu'il tente de faire oublier par tous les moyens. Et si personne n'est capable de raconter ce qu'il est arrivé à l'île de God Valley, c'est sûrement que, encore une fois, le gouvernement a cherché à manipuler l'histoire, et que si cette vérité éclatait au grand jour, le gouvernement se retrouverait dans une mauvaise position. Alors que s'est-il passé sur God Valley? Pourquoi l'île a disparu de toutes les cartes du monde, et surtout qu'est-il arrivé à Xebec? Les Rocks étaient connus pour leurs nombreuses trahisons, l'équipage s'entretuait régulièrement et d'ailleurs Big Mom ne faisait elle-même pas confiance à Xebec et le flashback du chapitre 1041 nous montre bien que chacun des membres des Rocks pouvait partir à la moindre difficulté. Donc au moment où Roger et Garp ont vaincu Xebec, chacun des membres de son équipage ont sans aucun doute quitté le navire. Ils ont volé ce dont ils avaient besoin et sont partis laissant leur ancien capitaine seul sur God Valley. Garp a certainement reçu l'ordre de rentrer et Roger est un pirate recherché et est sans doute parti fuyant Garp et la marine qui
était à la base venu pour lui. Il est donc possible que le gouvernement soit bel et bien les seuls témoins de la fin de cet événement, et qu'ils aient donc fait eux-mêmes disparaître l'île et fait oublier cet incident au monde entier comme ils ont pu le faire pour Lulusia récemment ou même pour l'ancien royaume il y a 800 ans. Mother Flame, l'arme qui a été utilisée pour Lulusia au chapitre 1060, n'a été créée que très récemment, et donc on se doute que ce n'a pas été le moyen utilisé ici. Néanmoins, l'Archeged nous a montré quelque chose de très intriguant, à savoir les pouvoirs du fruit du démon de Saturne, et il se pourrait que ce soit bel et bien ces mêmes pouvoirs qui aient été utilisés. Lorsque Saturne est arrivé sur l'île du laboratoire, on aperçoit quelque chose qui ressemble à un cercle d'incantation, un pentagramme ou quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, c'est que cette chose insiste beaucoup sur le chiffre 5, ce qui impliquerait peut-être que ce pouvoir ne soit qu'une seule pièce d'un puzzle encore plus grand. Et si on a pu voir concrètement uniquement ceux de Saturne, on a tout de même pu apercevoir que les autres doyens, ainsi que Im, possèdent des pouvoirs plus ou moins similaires. À partir de là, est-ce que tous ces pouvoirs ne seraient pas liés entre eux, conférant à leurs utilisateurs une puissance importante, leur permettant de pouvoir agir seuls quand ils en ont besoin, mais qui se révèlent réellement lorsqu'ils sont tous ensemble, leur permettant pourquoi pas de manipuler l'espace et ainsi faire disparaître une île entière de la carte. Je ne sais pas si c'est exactement ce que leur permet leur pouvoir, néanmoins je suis persuadé qu'il y a une bonne raison pour qu'ils possèdent tous des Zoans de ce type. Et le fait que Im semble beaucoup plus grand que les 5 autres me fait me dire que ces 5 fruits que les doyens ont mangés sont eux-mêmes gouvernés par un 6e pouvoir possédé par le roi du monde, ce qui aurait créé cette hiérarchie, les obligeant à s'agenouiller même après 800 ans. Parce qu'effectivement, on sait que Im est là depuis la création du gouvernement mondial. Ivankov nous l'a en partie confirmé en mentionnant que le nom de Im paraissait déjà à cette époque. Mais pour ce qui est des 5 doyens, il est possible qu'il soit là depuis très longtemps également. C'est ce qui me fait dire ça par exemple dans le chapitre 1095. Il y a 38 ans, lors des événements de God Valley, on peut apercevoir Saturne, et il semble qu'il ne soit pas plus jeune qu'aujourd'hui. Pareil au chapitre 1095, lorsque Vegapunk les rencontre à l'époque des Mads. On ne voit que leur silhouette, mais on comprend très bien qu'ils n'ont pas changé. Ils ont toujours les mêmes cheveux blancs, la même barbe ou la même corpulence. Il y a donc fort à parier que ces 6 personnages soient à la tête du gouvernement mondial depuis sa création, ayant finalement trouvé un moyen de devenir immortels et d'ainsi pouvoir assouvir leur domination sur le monde. Ça ne m'étonnerait pas qu'on apprenne que leurs pouvoirs ont été à l'origine de la disparition de God Valley et qu'il se soit passé quelque chose de similaire avec l'ancien royaume après les avoir vaincus. Le mystère lié au siècle oublié se trouve d'ailleurs peut-être ici. La vérité sur leurs pouvoirs, leurs liens s'il y en a, et la disparition de l'ancien royaume seraient les prémices de ce récit perdu. Et il y a donc fort à parier que la fin de l'Archeged sera la clé pour ouvrir la première porte vers l'un des plus grands mystères de ce manga. Le flashback de Kuma nous a montré les raisons pour lesquelles les événements de God Valley ont eu lieu. Une lubie de nobles visant à organiser un tournoi inhumain sur une île non affiliée au gouvernement mondial. Mais ici, on ne va pas forcément s'intéresser à l'incident de God Valley directement, mais plutôt à ce qu'on y a appris. En effet, le flashback de Kuma nous a appris que ce tournoi était en réalité régulier, et qu'il avait lieu tous les 3 ans. Est-ce que aujourd'hui les Dragons Célestes continuent d'organiser ce genre de massacre régulièrement, ou est-ce que tout s'est arrêté il y a 38 ans, lorsque tout ça est allé trop loin? Actuellement, nous n'avons pas la réponse à cette question. Aucun flashback ne fait mention de tels événements, néanmoins ça reste quelque chose d'assez rare et qui peut toujours très bien continuer aujourd'hui sans que ça ne crée de problème avec l'histoire développée depuis toutes ces années. Mais si je me pose cette question, ce n'est pas pour rien, parce que si ce tournoi a lieu tous les 3 ans, que celui de God Valley a eu lieu il y a 38 ans, alors ça veut dire que le dernier en date a eu lieu avant que Luffy ne quitte Fushia, et donc avant que l'histoire principale ne commence. Mais ça veut aussi et surtout dire que le prochain tournoi devrait avoir lieu dans moins d'1 an. En effet, même si on n'a pas de timeline à proprement parler et qu'il est très difficile de se situer dans le temps, notamment dans le présent de l'histoire, on sait que 2 ans se sont écoulés entre Marineford et l'île des Hommes Poissons. On sait que les trajets en bateau se font sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et que très souvent, l'équipage de Luffy reste plus ou moins longtemps sur les îles sur lesquelles ils interviennent. Vous voyez peut-être où je veux en venir, mais si on prend en compte l'ellipse des 2 ans et tout ce qu'on ne peut pas calculer comme on vient de le voir, on comprend que les 3 années arrivent plus vite que prévu, et que si cette coutume existe toujours, alors le prochain tournoi devrait avoir lieu très bientôt. Maintenant, la question est surtout de savoir où est-ce qu'il pourrait se dérouler. Récemment, on a pu assister à la rencontre entre Cobra et Im, rencontre qui a totalement scellé le sort du roi d'Alabasta, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas sortir vivant au vu de tout ce qu'il a appris. Cet événement a causé énormément de tort au gouvernement parce que Sabo sait tout ce qu'il s'y est passé, mais surtout parce qu'ils ont appris que la famille Nefertari sont porteurs de la lettre D, et qu'ils sont donc tout naturellement leurs plus grands ennemis. Mais encore une fois, ce n'est pas tout, parce que toujours pendant leur rencontre, on a appris que la reine Lily Nefertari, qui a refusé de rejoindre Marie-Joise il
il y a 800 ans, a écrit une lettre qui commence en parlant des poneglyphes et qui termine en disant que le monde peut être libéré du mal qui est en train de l'envahir. Une lettre qui s'est transmise jusqu'à aujourd'hui de génération en génération. Le contenu de la lettre reste très flou, notamment parce que Sabo n'a pas pu entendre toutes les paroles de Cobra, à cause du bruit qui résonnait dans la pièce à ce moment-là. Malgré tout, le père de Vivi lui a demandé de transmettre ce message à sa fille ainsi qu'à Luffy. Et donc, s'il n'a pas pu entendre son contenu et qu'il doit la transmettre, ça sous-entend qu'ils vont certainement chercher à mettre la main dessus. Mais évidemment, et comme vous vous en doutez, Im et les 5 doyens ont aussi connaissance de cette lettre, et se doutent bien des nouvelles intentions de Sabo. Donc pour les deux camps, il faut absolument être le premier à mettre la main sur la lettre de Lily, l'un pour la détruire et que personne ne puisse plus jamais y avoir accès, et l'autre pour la mettre en sécurité et la transmettre à Vivi et Luffy. Maintenant qu'on a tous ces enjeux, il faut une raison au gouvernement pour partir chercher cette lettre et le faire sans le mentionner directement pour ne pas éveiller les soupçons. C'est pourquoi je pense que le prochain tournoi, qui servira avant tout à divertir Marie-Joise et à flatter l'ego des nobles comme ils le font depuis des années, servira aussi à 3 autres choses essentielles au gouvernement mondial, à savoir chercher, récupérer et détruire cette lettre comme on vient de le voir, mais aussi ils pourront profiter de l'absence du roi et de la princesse pour se venger du peuple qui n'ont pas voulu rejoindre Marie-Joise il y a 800 ans et qu'ils ont dès lors considérés comme des traîtres. Et enfin, et sûrement la plus importante, faire en sorte que Vivi intervienne et se livre à eux. Puisque comme on a pu le voir à la fin du flashback de Sabo, il m'a demandé au doyen de lui ramener Vivi, qui est la dernière représentante de sa lignée. En attaquant son peuple, il est quasiment certain qu'elle aura envie d'intervenir. On la connaît, elle est très dévouée, elle aime son pays et fera tout pour le protéger, comme elle l'a fait lorsque les Mugiwara sont entrés dans Grand Line. Aujourd'hui, le sort d'Alabasta est entre les mains des révolutionnaires. Il faut agir vite et c'est pourquoi je pense que l'île désertique est leur prochaine destination. Sabo leur a tout raconté et Dragon et Ivankov savent désormais contre qui ils se battent depuis toutes ces années. Selon moi, leur but va être à la fois de se rendre sur Alabasta et chercher cette lettre pour respecter la dernière volonté de Cobra, mais aussi de trouver Vivi qui est toujours portée disparue aux yeux du monde, pour la mettre en sécurité et s'assurer que la lignée Nefertari ne succombe pas face au gouvernement mondial. C'est une course contre la montre qui vient de se lancer, incluant tous les plus grands acteurs de la fin du manga. Et c'est selon moi un événement comme celui-ci qui va déclencher la guerre finale de One Piece contre le gouvernement mondial de Im.